avec le cadre. Maintenant, nous allons à la deuxième présentation sur Covid et sécurité alimentaire de Franck Galtier, qui est connecté, je pense qu'il est là. Monsieur Galtier connaît l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a déjà séjourné à un moment donné, aussi les Caraïbes, mais actuellement, il est à l'Hexagone, à Montpellier. Donc, il va nous présenter une dimension sécurité alimentaire et la COVID-19. Donc, monsieur Franck Galtier, vous avez la parole. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Est-ce que vous me voyez? Et est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, on vous voit. Ah, c'est parti. Non, il est là. Attendez, partagez. On vous voit, oui. OK. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Non, pas encore. D'accord. Alors. Allez. Allez. La présentation. J'essaye de partager mon écran. Mais vous pouvez cliquer en bas, présenter maintenant. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Et j'essaye de faire partager. Il y a une icône partager, mais quand je clique dessus, ça… Alors, attendez, je vais refaire. La présentation est ouverte déjà? Oui. Alors, partager. Si c'est ouvert, vous cliquez sur présenter maintenant. Oui. Et vous allez avoir la possibilité d'ouvrir soit une fenêtre ou bien un plein écran. Vous choisissez l'un d'eux. Ah, attendez, on va refaire. Je vais mettre une fenêtre peut-être, puisque l'autre n'a pas marché. Et vous avez à choisir la présentation pour l'actionner. On va voir si ça marche. Est-ce que ça marche maintenant? Ouais. Ok, c'est en route. C'est en route. C'est en route. Ok, voilà, c'est arrivé. Faites un mode d'apparemment. C'est bon? Ok. Ça y est, merci, tout le monde. C'est déjà là. Vous avez la parole. Ok. Tout le monde, vous m'entendez? Vous voyez la présentation? Oui, nous la voyons. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de la conférence, en particulier au professeur Aliou Bari de m'avoir invité. Ma présentation va s'inscrire dans la continuité des deux précédentes, c'est-à-dire qu'elle va être axée sur la crise alimentaire qui a suivi cette crise sanitaire. De certaine manière, j'aurais pu l'intituler « Une crise peut en cacher une autre ». Puisqu'en fait, l'idée, c'est vraiment de voir que derrière la crise sanitaire qui a été extrêmement médiatisée, extrêmement vue, il y a une crise un peu moins visible qui en est issue, qui est une crise alimentaire. Alors cette crise, je vais essayer d'en donner quelques éléments plutôt à l'échelle mondiale. On a essayé de la quantifier, et donc notamment chaque année, il y a un rapport sur l'insécurité alimentaire dans le monde qui est édité par la FAO et d'autres agences onusiennes. Donc, on appelle ça le SOFI en anglais, l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde. Donc, en 2020, il a estimé que du fait de la pandémie de Covid-19, il y avait 132 millions de personnes en plus qui avaient été en état de sous-alimentation. Sachant que en principe, c'est à peu près autour de 800 millions de personnes. Donc là, 132 millions de personnes en plus, on est entre 15 et 20% de plus. Une autre évaluation faite par un institut de recherche, l'IFPRI, avec une méthode et des indicateurs un peu différents, arrive au même ordre de grandeur. Donc tout ça, c'est simplement pour l'année 2020. Bien sûr, c'est une crise qui est en cours et les problèmes
bien sûr, le bilan va s'alourdir. Si on essaie de rentrer un peu plus dans les détails, on voit qu'en fait, on peut distinguer les effets directs de la crise sanitaire et puis les effets indirects, qui sont les effets des mesures qui ont été prises pour gérer la crise sanitaire, type le couvre-feu, le confinement, la fermeture des écoles, qui ont aussi eu des effets sur l'alimentation des populations. Et en fait, ce qu'indique la taille des flèches sur ce graphique, c'est que finalement, les effets directs sont probablement assez faibles. Donc, quand je mentionne les effets directs, je veux dire les gens qui ont eu des problèmes alimentaires parce que eux ou certains de leurs proches ont été malades du Covid ou sont décédés du Covid. Donc ça représente finalement une très faible partie des effets sur l'alimentation. La majeure partie a été liée aux mesures qui ont été mises en place, type couvre-feu, confinement, fermeture des écoles. Et du coup, vous voyez que ça commence à poser une première question finalement. Est-ce que ces mesures mises en place pour gérer la crise sanitaire ont été bien proportionnées ou bien est-ce que c'est des mesures qui ont été disproportionnées? Et est-ce que finalement, les malades et les morts qu'on a réussi à sauver de la maladie, on ne les a pas perdus d'un autre côté en provoquant une crise alimentaire? Et si ces mesures, ce qui a sans doute été le cas dans certains pays, ont été excessives, est-ce que finalement le remède n'a pas été pire que le mal? Mais d'une manière plus générale, le point auquel je voudrais m'intéresser dans cette présentation, c'est de savoir si, finalement, quelle est la chaîne causale qui a relié la crise sanitaire à la crise alimentaire. Par quelle chaîne causale la crise sanitaire a provoqué une crise alimentaire. Et du coup, pour répondre à cette question, je vais commencer par définir ce qu'est une crise alimentaire. Alors, on peut en donner une définition très simple, qui est qu'une crise alimentaire, c'est une baisse de l'accès à la nourriture. Alors, bien sûr, pour qu'on parle de crise alimentaire, c'est que cette baisse de l'accès à la nourriture, elle ne concerne pas une seule famille, mais un grand nombre de familles au même moment et au même endroit. C'est-à-dire que dans les crises alimentaires, il y a une dimension spatiale et une dimension temporelle. Donc, parfois, les crises alimentaires sont réduites à une petite partie d'un pays, parfois à l'ensemble d'un pays, parfois à un groupe de pays. Et parfois, on a des crises alimentaires qui ont une échelle planétaire, une échelle mondiale. Et de même, au niveau de la dimension temporelle, on a des crises alimentaires qui vont durer quelques semaines ou quelques mois. C'est souvent le cas des crises alimentaires qui sont liées à des mauvaises récoltes. Et puis, on a des crises alimentaires qui peuvent durer plus longtemps, qui peuvent durer parfois quelques années. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on a des crises qui sont liées à des guerres ou à des guerres civiles. Donc, une baisse de l'accès à la nourriture dans un certain espace, pour un grand nombre de ménages dans un certain espace, et avec une certaine durée, qui peut être de quelques semaines, quelques mois ou quelques années, mais qui en tout cas est limitée dans le temps. Si maintenant on regarde les effets de cette baisse d'accès à la nourriture, et là je vais vraiment me centrer sur les effets vraiment alimentaires et nutritionnels. Un premier effet, c'est une baisse de la consommation alimentaire, qu'on peut par exemple mesurer par le nombre de calories consommées. Donc il y a un certain nombre de familles qui vont avoir une insuffisance calorique. Il y a aussi une baisse de la diversité de la consommation alimentaire, c'est-à-dire un retrécissement de l'alimentation vers des aliments moins chers, mais aussi plus pauvres en termes de nutriments, et avec du coup comme conséquence des carences alimentaires en macro ou en micronutriments. Une troisième conséquence, c'est la baisse de dépenses non alimentaires, par exemple la baisse des dépenses de santé. Mais la baisse des dépenses de santé peut avoir un effet sur la nutrition, puisque des personnes qui sont malades vont avoir une moins bonne capacité leur corps aura une moins bonne capacité à absorber les aliments qu'ils consomment. Donc, la baisse des dépenses non alimentaires, notamment des dépenses de santé, peut affecter la nutrition. Et puis, ça peut aussi conduire à une baisse de l'épargne et du capital des ménages. Et du coup, en diminuant l'épargne, ça diminue la capacité des ménages à faire face aux crises futures. Donc, il y a une espèce de baisse de la résilience. Ça, c'est quelque chose notamment qui a bien été mis en évidence pour les régions du monde où les crises alimentaires sont très fréquentes, ce qui est le cas de la région du Sahel, ce qui est le cas aussi de la Corne de l'Afrique. Par exemple, on a observé au Niger que la succession des crises conduisait beaucoup de familles à se décapitaliser, c'est-à-dire que leur capital et leur épargne diminuaient au cours du temps. Et quand la prochaine crise arrive, les ménages n'ont pas eu le temps de reconstituer. Donc, quand une crise est là,
les ménages puisent dans leur épargne pour passer la crise, et puis ils n'ont pas le temps de reconstituer leur épargne que déjà une nouvelle crise arrive. Donc c'est un peu ce mécanisme un peu de décapitalisation et de diminution de la résilience des ménages. Donc ce que vous pouvez voir en fait, c'est que même si la baisse d'accès à la nourriture est limitée dans le temps, à quelques mois, la plupart du temps à quelques mois, par contre ces effets peuvent être extrêmement durables. C'est-à-dire que des carences alimentaires pour les jeunes enfants, les nutritionnistes parlent des 1000 jours, c'est-à-dire en gros les trois premières années de vie, peuvent compromettre le développement du cerveau des enfants et du coup peuvent avoir des effets sur toute leur vie. Même si cette baisse d'accès à la nourriture a duré que quelques mois, ça peut avoir des effets sur toute la vie. De la même manière, la baisse de l'épargne et de la résilience des ménages peut changer complètement la trajectoire économique d'une famille, y compris parfois même sur plusieurs générations, en affectant l'éducation des enfants, etc. Sans parler des personnes, bien sûr, qui peuvent mourir du fait d'une crise alimentaire et même si cette crise a été limitée à quelques mois, ça peut entraîner la mort des personnes un peu plus fragiles. Donc ça, c'était sur la partie un peu sur ce qu'est une crise alimentaire et ses conséquences. Maintenant, je vais me centrer un peu sur les causes des crises alimentaires. Donc, j'ai dit qu'une crise alimentaire, c'était une baisse de l'accès à la nourriture et souvent, on a l'habitude de distinguer deux types de baisse d'accès. L'accès physique et l'accès économique. Alors, l'accès physique, c'est quoi? Ça veut dire que si on veut se procurer de la nourriture, on ne va pas trouver de la nourriture à acheter. Les étals des commerçants sont vides, des boutiques, les marchés. On a du mal à trouver des produits à acheter. Voilà, ça, c'est une diminution de l'accès physique. Et puis, par ailleurs, on a une diminution de l'accès économique, ce qui correspond à quelque chose d'assez différent. Les produits sont là, on en trouve sur les marchés, dans les boutiques, dans les supermarchés, mais ces produits-là, soit les ménages n'ont pas les capacités de les acheter. Alors, on peut distinguer ces deux types de diminution de l'accès. Et là, on arrive à les quatre rectangles que vous voyez, qui sont finalement les causes directes des crises alimentaires. Donc, on peut avoir une diminution de l'accès physique à cause d'une baisse des disponibilités. Une baisse des disponibilités, c'est vraiment un manque du produit. C'est-à-dire que chez les gens, dans les magasins, il y a un manque de stock. Voilà, le produit manque dans cette région-là. Il y a une deuxième cause possible à la diminution de l'accès physique, c'est la rétention de stock. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des stocks, ça peut être des producteurs, ça peut être des commerçants, ça peut être les consommateurs eux-mêmes, mais ces stocks-là sont gardés. Parfois même, les gens vont avoir acheté beaucoup pour constituer des stocks très importants et les garder. Alors, ce qui motive ça, la rétention de stock, c'est soit la peur de manquer soi-même, la peur de manquer pour sa propre consommation, la consommation de sa famille, ou ça peut être aussi une envie de spéculer, de se dire que les prix seront plus élevés dans le futur. Donc, on garde ces stocks de manière à les revendre quelques mois plus tard quand les prix seront très élevés. Et vous voyez que la rétention de stock, ça va aussi conduire au fait que il y a un problème d'accès physique, on ne trouve pas le produit à acheter en fait. Et puis, le deuxième volet, c'est la baisse d'accès économique. Alors ça, il peut y avoir deux grandes causes. Soit c'est l'augmentation très forte des prix alimentaires. Par exemple, dans les pays du Sahel, dans les crises de 2005, de 2012, les prix des céréales ont à peu près doublé. Bon, ben voilà, du coup, ça pose un problème, même si les marchés sont approvisionnés, ça pose un problème pour avoir les moyens de les acheter. Et puis, la baisse de l'accès économique peut aussi venir d'une baisse du revenu des ménages. Et voilà. Et donc, du coup, vous avez ici les quatre grandes causes directes des crises alimentaires. Alors, ce qui est assez commode, en fait, ce qui est assez habituel, c'est le fait de… oh là, pardon, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû.